Donc, pour ce troisième panel, ce troisième panel, qui est notre dernier panel en groupe, on va essayer de, disons, reprendre une partie des discussions qu'on a eues dans la journée et parler, parce que c'est une thématique vraiment récurrente dans toute la journée, on va parler des politiques, donc de qu'est-ce qu'on fait pour la protection de l'environnement, pour la lutte au changement climatique. Et on va parler de la cohérence des actions qui sont posées dans ces domaines-là. Et évidemment, on a beaucoup parlé pour soulever l'incohérence de nos actions. Donc, c'est un petit peu la thématique de ce panel-ci de l'après-midi. Donc, j'ai oublié de me présenter tout à l'heure. Je m'appelle Antoine Genet-Grégoire, je suis professeur au département de fiscalité et chercheur à la chaire en fiscalité et en finances publiques. Je suis un généraliste. Maintenant, je sais des choses sur les mécanismes carbone d'ajustement aux frontières. Et ici, je suis justement encore là, je vais apprendre beaucoup, j'espère que vous aussi, sur tout, si vous voulez, l'encadrement, les institutions qui guident un peu l'action gouvernementale, mais aussi des entreprises en lien avec la protection de l'environnement, le développement durable et la lutte au changement climatique. Donc, un panel très intimidant, si vous voulez mon avis. Avec moi pour cette portion, il y a Paul Allais, professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval, titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement, membre du comité consultatif de l'environnement CATIVIC. Ses champs d'études, pour ça je vous dis que c'est intimidant, à peu près tous les aspects du droit de l'environnement, donc la jurisprudence, le droit pénal environnemental, les obligations de consultation des Premières Nations, le fédéralisme dans le droit environnemental, l'accès à la justice, la protection des ressources naturelles. Ensuite, je vais présenter tout le monde. Comme ça, ils vont pouvoir enchaîner pour leur petite présentation. Et évidemment, on aura beaucoup de temps pour des discussions entre les panélistes et un petit peu avec moi. Ensuite, on a la professeure Corinne Gendron, donc professeure titulaire au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'UQAM, directrice du groupe des chercheurs en responsabilité sociale et développement durable, membre du bureau d'audience publique sur l'environnement. Parle d'institutions. Ces champs d'expertise à elle, l'acceptabilité sociale, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, la transition énergétique, l'éthique en entreprise et, je ne veux comme pas passer sous silence, le rôle de la science-fiction dans la conception de l'environnement, qui, j'espère un jour pouvoir mettre ça dans mon CV de chercheur, ça me semble incroyable. Ensuite, on a le professeur Alain Webster, professeur titulaire du département d'économique de l'Université de Sherbrooke, ancien vice-recteur au développement durable de notre université et surtout, institution, président du comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. Merci d'être là. Finalement, dernier, mais pas du tout le moindre, Paul Lanois, qui, je ne sais pas si on garde le titre de professeur, mais professeur retraité de HEC Montréal, également ancien directeur des affaires professorales à HEC Montréal, économiste de l'environnement, ancien commissaire de la commission d'éco-fiscalité du Canada. Donc, moi, en tout cas, j'entrevois déjà une question sur la création d'institutions et leur impact sur la production de politique, également, surtout encore là, ancien commissaire au développement durable du Québec. Donc, merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme je l'ai dit, tour à tour, nos panélistes vont nous faire une courte présentation sur un des aspects dont ils sont évidemment des experts. Et ensuite, on va essayer d'avoir une discussion, voir comment ces éléments-là se recoupent et peut-être recoupent certaines des thématiques qui ont été abordées ce midi et ce matin. Donc, pour commencer, professeur Paul Allais. Merci beaucoup pour cette présentation, ces bons mots. Alors, j'ai une présentation. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe de la chaire de fiscalité pour m'avoir invité à participer à cette journée de réflexion. Et donc, je commence avec ma présentation. Si vous changez de diapo, on y arrive, oui. On les a toutes mis ensemble. Okay. Voilà. Merci. Donc, je suis très honorée d'ouvrir ce panel plein d'experts consacrés, ce panel consacré à la cohérence et aux politiques de développement durable pour faire face à la crise climatique, mais ça a également pu être le cas pour les autres crises de la biodiversité et de l'environnement.
Le développement durable est un sujet fort vaste et très dynamique, donc je n'ai pas la prétention aujourd'hui d'épuiser le sujet. Mon objectif est plutôt de dresser la table pour les panélistes suivants en m'arrêtant sur les origines du développement durable, sa finalité, sa définition et ses principes de mise en œuvre tels qu'ils ont été établis par le droit international. L'idée d'un développement qui dure n'est certes pas nouvelle. Elle est associée à l'idée de la survie. Et on peut trouver des racines de cette idée dans l'Antiquité, chez les philosophes grecs et romains de la nature, qui faisaient la promotion de la modération dans l'utilisation des ressources naturelles. On retrouve aussi cette idée dans les écrits de scientifiques dès le XVIIe siècle. Plus près de nous, l'émergence du concept de développement durable est généralement associée aux réflexions sur les limites de la croissance économique contenues dans le rapport du Club de Rome qui a été publié en 1972 et qui est intitulé « Halte à la croissance ». Ce rapport soulignait les désavantages et les dangers de la dégradation de l'environnement et le caractère non durable du développement fondé sur une croissance économique ininterrompue et illimitée en raison du caractère limité des ressources de la planète. Par la suite, de nouveaux objectifs de développement sont apparus et sont venus remettre en cause la viabilité du modèle de développement fondé uniquement sur la croissance économique, tout en cherchant à inscrire le développement social et économique dans la durée. Donc, dans ce contexte, on ne peut pas associer le concept de développement durable comme étant issu de l'écologie, mais il est plutôt issu d'un nouveau regard posé sur l'économie et la recherche d'un nouveau modèle de développement qui serait plus respectueux des ressources limitées de la planète. Sur la scène internationale, c'est en 1980 que l'expression « développement durable » fait son apparition dans la version anglaise de la Stratégie mondiale de la conservation de l'Union internationale pour la conservation de la nature. En français, on avait utilisé le terme « pérennité du développement ». En anglais, « sustainable development ». Donc, en 1980, quelques années plus tard, on va voir également cette expression sur la scène internationale avec la publication en 1987 du rapport « Notre avenir à tous » de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, qu'on appelle souvent le rapport Brundtland. Et à partir de la publication de ce rapport, le développement durable va être beaucoup plus largement popularisé, ainsi que la définition que propose ce rapport, à savoir un développement qui s'efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Vous noterez ici que ces deux définitions expriment deux principes distincts, à savoir, dans le premier cas, le principe d'intégration de l'environnement dans les décisions économiques et sociales. Et dans la deuxième définition, on retrouve le principe d'équité inter- et intragénérationnelle. Ces deux principes vont ensuite forger la définition du développement durable qui sera acceptée par la communauté internationale, laquelle va l'introduire, cette définition, dans de nombreux traités, conventions, déclarations, dont en premier lieu la Déclaration sur l'environnement et le développement, qui a été adoptée à Rio, au sommet de la Terre, en 1992. On va retrouver également cette définition dans plusieurs conventions qui ont été adoptées à l'occasion de ce sommet et par la suite. On pense par exemple à la Convention sur la diversité biologique, à la Convention des Nations unies sur le changement climatique, celle qui concerne la désertification. On retrouve également, dès les années qui suivent Rio, introduite dans le droit international du commerce. Donc, cette diapositive donne des exemples et n'a pas la prétention d'être exhaustive. Donc, c'est une liste pour illustrer. Donc, une consécration forte du développement durable en droit international de l'environnement. Donc, ce concept de développement durable a eu le mérite
de faire accepter de manière consensuelle à une très grande majorité d'acteurs politiques et économiques cette nécessité d'intégrer les questions environnementales dans les processus décisionnels. Mais bien évidemment, il ne suffit pas de prononcer les mots « développement durable » pour qu'ils se réalisent. Il faut ensuite s'entendre sur sa définition, il faut aussi s'entendre sur les modalités de sa mise en œuvre, ce qui a suscité des débats importants sur la scène internationale, ainsi que des compromis, dont les résultats se trouvent énoncés dans les instruments du droit international de l'environnement. Par conséquent, lorsqu'on examine ce droit international de l'environnement, on est capable de préciser ce qu'avait en tête cette communauté internationale lorsqu'elle a accueilli largement le concept de développement durable. Donc, on peut préciser le concept à travers une série de principes directeurs qui vont venir exprimer sa finalité, qui vont venir exprimer les conditions qui définissent le concept et qui vont exprimer également les moyens de sa mise en œuvre. Et en faisant ces distinctions, on est capable aussi de mettre un peu en évidence la cohérence des principes entre eux, de même qu'une certaine hiérarchie entre les principes. Oups. Donc, je vais aborder ces différents aspects. Tout d'abord, la finalité, donc qui devrait guider l'application des principes inhérents et des principes opérationnels, à savoir la finalité du développement durable, est énoncée dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement qui a été adoptée à Rio en 1992. Ce principe précise que les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. La Déclaration de Rio a également introduit les deux principes, les principes d'intégration et d'équité qui ont été promus par le rapport Brundtland et par l'Union internationale de conservation de la nature dans les années précédentes, a intégré donc c'est la définition retenue par ces deux organismes à ces principes 3 et 4. Il figure à titre de principes constitutifs du concept de développement durable, c'est-à-dire que ce sont des principes qui le définissent, le développement durable. Il y a tout d'abord le principe d'équité qui avait été promu par le rapport Brundtland, qui énonce en fait l'idéal à atteindre en matière de développement durable, à savoir de satisfaire les besoins des générations présentes et futures. Quant au principe d'intégration, il fait également partie de la définition du développement durable. Il reflète davantage l'interdépendance entre les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Et il prescrit ce qu'il faut faire pour atteindre l'idéal d'équité recherchée, à savoir de prendre en considération les aspects environnementaux dans les processus décisionnels de nature économique et sociale. En marge de ces principes de la définition et des principes qui le définissent, on retrouve une série de principes opérationnels, sont nombreux, qui viennent représenter les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l'idéal du développement durable. Et ces principes se rattachent généralement à une des dimensions ou piliers du développement durable, qui sont l'économie, la société et l'environnement, qu'ils viennent traduire de manière plus précise, comment opérationnaliser, le mettre en œuvre. Par exemple, la dimension environnementale va s'exprimer à travers des principes tels que le principe de prévention, de précaution, la réalisation d'études d'impact, et plus récemment, avec l'accord de Paris, on a vu également introduit le principe de non-régression des normes environnementales. Alors que l'internalisation des coûts, donc la dimension économique du développement durable, on voit les principes qui lui sont attachés, tels que l'internalisation des coûts, le principe du pollueur-payeur et le fait d'éliminer la production, la consommation non viable.
En ce qui a trait à la dimension sociale, elle fait intervenir les principes de participation publique, de subsidiarité, de respect des droits fondamentaux et de la responsabilité commune, mais différenciée. Par exemple, ici, il ne s'agit toujours pas de liste exhaustive, c'est des principes qui illustrent et des principes ont été ajoutés, en fait, depuis 1992, donc ils vont continuer certainement, d'autres vont certainement voir le jour dans l'avenir. Donc, depuis le sommet de Rio de 1992, le Canada a adhéré à la plupart des déclarations et des conventions internationales reconnaissant la nécessité d'assurer un développement qui soit durable. J'ai mis des exemples sur cette diapo. Et sa mise en œuvre au Canada va se réaliser par la construction d'un réseau de régimes juridiques, de politiques, de programmes qui vont intégrer les principes du développement durable afin de guider les interventions de tout un chacun, mais aussi les interventions de l'État, c'est-à-dire du législateur qui est appelé à introduire ces principes dans les lois, du pouvoir exécutif qui doit les introduire dans ses actions, c'est-à-dire ses stratégies, ses plans, ses politiques. Également, dans le pouvoir judiciaire qui les applique dans l'interprétation des lois et la détermination des litiges. On pense par exemple aux contentieux climatiques, aux contentieux sur les espèces en péril, où ces principes sont fréquemment évoqués. Aussi, après le sommet de Rio, le concept de développement durable est rapidement apparu dans les lois canadiennes, tant fédérales que provinciales. J'en ai sélectionné, c'est toujours pas des listes exhaustives, j'ai sélectionné certaines législations en mettant l'accent notamment sur celles qui intéressent le changement climatique. L'objectif du développement durable se traduit également par des changements dans les pratiques qui peuvent être illustrés par de nombreux exemples. J'en ai mis quelques-uns ici. J'ai retenu des transitions thématiques qui font appel en premier lieu au changement climatique, pour donner une idée de la façon dont sont intégrés les principes, l'objectif du développement durable par l'exécutif. En terminant, j'aimerais souligner simplement que le mouvement vers un développement durable passe aussi par un chemin individuel et collectif, vers plus de sagesse, plus de respect pour le vivre ensemble et la nature. En effet, le développement durable n'est pas seulement un ensemble de lois ou un ensemble de politiques, c'est aussi un état d'esprit, une philosophie de l'existence qui nous invite à questionner nos décisions, à changer nos habitudes et à être créatifs pour permettre à tous de vivre en harmonie avec la seule planète que nous ayons. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On enchaînerait avec professeur Corinne Gendron. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation à ce panel. Donc, parler de la loi sur le développement durable dans un panel sur cohérence et politique, c'est à peu près un des meilleurs sujets parce que la première ambition de la loi sur le développement durable, quand elle a été adoptée en 2006, c'était précisément d'assurer la cohérence des actions de l'État dans le but d'amener toute la société québécoise à embrasser un développement qui soit plus durable. Alors, dans les quelques minutes que j'ai, j'aimerais simplement brosser un portrait de cette fameuse loi dont on parle moins aujourd'hui qu'on en parlait au moment où elle a été adoptée, mais qui, sachez-le, est en processus de révision. Et donc, il est tout à fait possible que l'automne prochain, vous en entendiez parler. Alors, rapidement, donc revenir sur le contexte dans lequel on a adopté cette fameuse loi en 2006 proposée par Thomas Molker, qui, à l'époque, donc, souhaitait, à travers cette loi, donner un cadre à l'action gouvernementale qui, jusqu'à
à l'époque étaient plutôt, disons, des engagements disparates, des engagements qu'on pourrait même dire impressionnistes. Bon, tel ministère lançait tel programme, tel autre ministère lançait tel autre programme. Et donc, l'idée de proposer cette loi, qui était une loi, comme je le mentionnais, destinée à l'administration publique, mais qui se voulait surtout un cadre pour l'action, c'était d'offrir un processus pour arrimer les actions de l'État et les organiser en un tout cohérent. Alors, vous comprendrez que c'est quand même une ambition peut-être un peu exagérée, puisque cette cohérence-là, on n'arrive même pas à la faire dans d'autres domaines. Alors, quand on parle d'environnement et qu'on sait qu'on va se heurter à d'autres impératifs, comme des impératifs sociaux ou des impératifs environnementaux, c'était quand même un pari d'avoir cette ambition d'une cohérence des actions de l'État, mais c'était quand même ce qui sous-tendait le cadre de la loi sur le développement durable. Donc, la loi sur le développement durable, il faut se souvenir qu'à l'époque, elle a été présentée comme quelque chose d'extrêmement ambitieux, certes, mais aussi de novateur, parce que très, très peu de pays, en fait, s'étaient dotés d'un outil législatif pour offrir un outil à l'échelle globale de l'État pour s'engager en matière de développement durable. Or, il se trouve que 20 ans plus tard, le Québec continue à faire office. Alors, on ne sait pas si c'est office de pionnier, puisque c'est plus une question d'être pionnier, mais peut-être faire cavalier seul, parce que peu sont les pays qui se sont dotés d'une loi similaire. En général, les juridictions ont préféré s'en remettre à des stratégies de développement durable, donc un outil beaucoup plus malléable, un outil aussi qui est davantage de l'ordre du pouvoir exécutif. Donc, l'idée de se doter d'une loi n'est pas la stratégie qu'ont retenue la majorité des pays. Alors, il faut voir, est-ce que ça a bien servi le Québec que d'avoir cette loi plutôt que de s'en tenir à des stratégies? Alors, dans la loi, la loi est un texte qui est, je dirais, relativement complet, mais qui s'assoit surtout sur quelques piliers importants. Et c'est probablement plus sur ces piliers-là que sur le fait d'avoir une loi comme telle que le Québec peut asseoir une certaine, je dirais, une dimension d'avant-garde en matière de développement durable. Maintenant, vous allez voir que, parce que je vais passer à travers ces différents outils, vous allez voir que malgré les ambitions de la loi et malgré l'existence de la loi, le texte de loi n'aura pas garanti des avancées particulièrement exceptionnelles du Québec en matière de développement durable en comparaison avec d'autres pays. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on a une loi que ça peut compenser pour un manque d'ambition politique en matière de développement durable. Néanmoins, la réflexion qu'on peut se faire, c'est « et si nous n'avions pas eu de loi ?» Jusqu'à quel point aurait-on pris du retard? Enfin, c'est la réflexion que moi-même, je me fais souvent. Alors, la loi sur le développement durable va prévoir un certain nombre de mécanismes. Le premier mécanisme, c'est l'idée d'avoir d'abord 3 familles de mécanismes. Vous avez des mécanismes de planification, des mécanismes de reddition de comptes, et des mécanismes de financement qui étaient au départ prévus lors de l'adoption de la loi, mais qui n'en font plus partie maintenant. Donc, dans la loi, vous avez tout d'abord, puis je vais rebondir sur les propos de professeur Allais, vous avez tout d'abord quelque chose d'assez intéressant, c'est une définition du développement durable, certes, mais aussi une précision de principe de développement durable. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est qu'à l'époque où la loi a été adoptée, il y avait encore beaucoup de discussions sur ce que c'était et ce que n'était pas le développement durable. Et on entendait souvent des gens confondre développement durable avec croissance verte. Donc, le législateur a pris la peine non seulement de restituer la définition du développement durable en s'inspirant à la fois de la définition de Brundtland que professeur Allais a présentée, mais aussi de celle de l'UICN, pour avoir donc une définition intégrée du développement durable. Mais ce qui est, je trouve, particulièrement intéressant, c'est qu'il a souhaité aussi, le législateur, donc décliner ce développement durable en une série de principes
Donc, des principes qui rejoignent ceux qui ont été présentés par professeur Allais, qui ont été inspirés par les principes qui avaient été adoptés lors de la déclaration de Rio en 1992, mais qui ne les reprennent pas de façon littérale. Donc, il y a un choix qui a été fait par le législateur de reprendre certains principes plutôt que d'autres. Et aussi, il y a un choix qui a été fait de ne pas ordonnancer ces principes, ce qui fait qu'on se retrouve avec une liste de 16 principes. Alors, le professeur Allais, avec un collègue, a fait une très belle analyse de ces principes dans lesquels personne ne voyait d'ordre, mais finalement, le professeur Allais a trouvé un ordre. Je ne vais pas le restituer ici, mais au besoin, tu pourras y revenir. Donc, ces différents principes permettent de mieux ancrer ou de mieux ou de donner de la perspective à ce que c'est qu'une décision ou ce que c'est qu'une politique publique qui voudrait s'inscrire dans le développement durable. Bon, par rapport aux outils dont j'ai parlé, le premier outil, qui est un outil qu'on va retrouver donc dans d'autres juridictions, c'est l'idée d'avoir une stratégie. Alors, quel est l'intérêt de cette stratégie? C'est que c'est une stratégie qui se veut énoncée à l'échelle du gouvernement dans son ensemble, et c'est là que vous trouvez ce souci de cohérence. Alors, il est certain que l'ambition est intéressante, mais encore faut-il que la façon dont on va rédiger la stratégie permette que soit mise en œuvre finalement cette cohérence. Or, il apparaît que au fil des stratégies, on a l'impression plutôt de faire, d'assister à des patchwork où on a agrégé les initiatives des différents ministères pour en faire un document qui a une prétention de cohérence, mais qui souvent en a relativement peu, à tel point qu'on a l'impression que tout le monde peut trouver ce qu'il souhaite y trouver, mais on voit rarement de grandes lignes directrices dans les stratégies successives. Par ailleurs, l'autre élément qu'on a constaté, et bien sûr, professeur Lannoy, mais là je dois dire ex-commissaire Lannoy sera bien mieux placé que moi pour en parler, c'est les retards successifs dans l'adoption des différentes stratégies, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'exercice devait être refait, le gouvernement a pris du retard. Donc, on sentait vraiment que cet exercice-là n'a jamais été un exercice prioritaire par les gouvernements successifs, mais plutôt un exercice obligé. Et quand c'est un exercice obligé, évidemment, on ne se dote pas des moyens pour que ce soit un exercice qui soit bien fait, ce qui peut probablement expliquer la qualité que j'appellerais, disons, moyenne des différentes stratégies de développement durable qui ont été adoptées au fil des ans par le gouvernement. Alors, la cohérence pouvait aussi reposer sur deux structures qui ont été mises en place. Le comité interministériel pour le développement durable et un autre comité qui est un comité directeur sur le développement durable qui devait rassembler des représentants des différents ministères pour discuter des enjeux dans une perspective transversale et voir comment ces enjeux pourraient éventuellement se traduire dans les différents ministères. Or, il se trouve que ces deux comités-là, s'ils se sont réunis au début, finalement, ne se sont plus jamais réunis, ou encore ne réunissaient pas les responsables, c'est-à-dire les fonctionnaires de haut niveau qui auraient pu engager leur ministère à travers les discussions. Donc, ce sont des mécanismes qui étaient voués à la cohérence des actions du gouvernement en matière de développement durable, mais qui, malheureusement, n'ont jamais véritablement fonctionné. Et encore là, je me réfère aux travaux du commissaire au développement durable qui a répété maintes fois ce constat. Et finalement, le comité interministériel a été remplacé par une autre structure. On ne sait toujours pas si cette autre structure sera plus efficace. Alors, autre outil, une fois que vous aviez la stratégie adoptée, les différents ministères et organismes devaient se doter d'un plan d'action qui visait à traduire les objectifs de la stratégie à l'échelle de leur ministère. Alors, on peut avoir l'impression de l'œuf et la poule, puisque la stratégie, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, était plutôt construite à partir d'une agrégation des différentes initiatives. Et là, on disait, finalement, les ministères auront à mettre en place la stratégie, mais cette stratégie était inspirée par ce qu'ils faisaient déjà. Donc, les plans d'action étaient quand même une façon de dire chaque ministère doit voir comment est-ce qu'il pourrait implanter le développement durable à son échelle.
Et la loi prévoit aussi que les ministères devaient rendre compte de leurs actions en matière de développement durable dans une section spécifique de leur rapport de gestion. Alors ça, c'est une partie de la reddition de comptes qui correspond davantage à l'action gouvernementale, mais il y a tout un autre volet de reddition de comptes qui est prévu dans la loi sur le développement durable qui concerne les avancées du Québec en matière de développement durable. Et pour ce faire, on avait besoin, bien sûr, d'indicateurs afin de mesurer les progrès en matière de développement durable. Donc, ce que le gouvernement a fait, c'est se doter d'une série d'indicateurs de développement durable, mais ce sont des indicateurs qui, disons, ont fait l'objet de certaines critiques. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais ce ne sont pas des indicateurs sur lesquels, en tout cas, on a pu beaucoup se baser pour reconnaître où est-ce qu'il y avait des progrès et où il y en avait moins. Alors, un autre outil, et c'est probablement le plus important, et ce n'est pas parce que je veux lancer des fleurs à professeur Lannoy, mais c'est probablement un des outils les plus importants parce que ça a été, disons, la façon de voir ce qui manquait, ce qu'on pouvait faire de bien, certes, mais ce qui manquait surtout dans l'engagement en matière de développement durable. Donc, c'est le commissaire au développement durable. Alors, pourquoi? Parce que le commissaire au développement durable, chaque année, faisait donc une revue des actions du gouvernement en matière de développement durable, bien sûr en choisissant certains secteurs au fil des ans, mais aussi en regardant l'engagement plus global, c'est-à-dire par exemple l'adoption de la stratégie et autres. Et ce commissaire au développement durable donc, a pu pointer les limites de la démarche de développement durable du gouvernement du Québec et aussi les ratés, on peut dire, de certains des outils qui avaient été prévus dans la loi. Dernier élément, c'est le financement. Comme je vous le mentionnais, lorsque la loi sur le développement durable a été adoptée en 2006, on avait prévu un fonds vert, on appelait le fonds vert, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est devenu le fonds vert, c'est-à-dire que c'est un fonds vert qui finançait une panoplie d'initiatives en matière de développement durable et des acteurs absolument tout à fait différenciés. Or, aujourd'hui, le fonds vert est devenu un fonds, comment dire, plus spécialisé en matière d'électrification et de lutte au changement climatique, ce qui fait qu'il y a une série d'initiatives qui tombent un peu à côté, alors qu'elles pourraient très bien s'inscrire dans le développement durable. Et il y a beaucoup d'acteurs aussi qui n'ont plus accès à ces financements, alors que d'autres acteurs dont on aurait pensé qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour investir pour moderniser leurs activités en vue de limiter les gaz à effet de serre, par exemple, on aurait pu penser ne pas avoir besoin de ces financements-là. À côté du fonds vert, qui est devenu le fonds pour l'électrification, vous avez une série de nouveaux fonds, par ailleurs, qui ont été mis en place. Donc, un fonds bleu, là, tout récent, pour la protection de l'eau. Vous avez un fonds aussi pour la préservation des ressources hydriques, etc. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que quand on regarde à l'échelle internationale ce qui se fait, cette stratégie de fonds dédiés est assez rare et c'est vraiment spécifique au Québec. Alors, il faudrait voir, est-ce que ça permet vraiment un meilleur financement des actions de développement durable ou si ça ne suscite pas peut-être des problématiques particulières, notamment en ce qui concerne la gestion de ces différents fonds et tous les intérêts qui peuvent être structurés autour de ces fonds-là. C'est malheureusement ce qui s'est passé au Québec avec le fonds vert. Donc, je vois que mon temps s'écourte. Donc, je voulais simplement terminer parce qu'on m'avait demandé de revenir sur l'engagement des entreprises en regard du développement durable. Donc là, je vous ai parlé de l'État. Et c'est sûr que quand la loi sur le développement durable a été adoptée, les gens avaient dit, oui, c'est bien que le gouvernement s'engage, mais ce qu'on aimerait bien, c'est que ce soit toute la société, qu'on ait une loi qui fasse que toute la société s'engage en matière de développement durable. Alors, qu'en est-il des entreprises par rapport à leur engagement? Tout d'abord, je dois vous dire que les entreprises n'ont certainement pas attendu l'adoption de la loi sur le développement durable pour s'engager en matière de développement durable. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus des lois spécifiques, des lois spécialisées
qui ont fait que les entreprises se sont engagées. Alors évidemment, quand je dis les entreprises s'engagent, je ne veux pas dire que toutes les entreprises se sont engagées. Il y a des entreprises qui ont décidé d'en faire vraiment un positionnement distinctif, et puis il y a d'autres entreprises qui, au contraire, ont plutôt choisi la voie alors j'appelle ça des fois de la délinquance, sinon la voie du retard. Mais en tout cas, même pour celles qui étaient en retard ou qui ne s'intéressaient que peu à l'environnement, aujourd'hui, on peut dire que toute la communauté d'affaires s'intéresse à ces questions, s'intéresse à l'environnement, et ça se justifie par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il y a un cadre législatif, et comme je le mentionnais, ce n'est pas le cadre législatif principalement porté par la loi sur le développement durable qui fait la différence, mais c'est vraiment le cadre législatif des différentes lois de la protection sur l'environnement, les avancées en matière de lutte contre les changements climatiques, etc. Ce sont donc ces engagements plus spécifiques qui vont faire que les entreprises vont s'interroger sur les risques que leurs activités encourent si on ne s'engage pas à respecter telle nouvelle loi en matière d'environnement. Par ailleurs, il y a bien sûr d'autres facteurs, alors notamment une sensibilité accrue. Au départ, c'était beaucoup les employés qui faisaient la différence, qui exigeaient de leurs dirigeants qu'il y ait un engagement. Mais il y a aussi, bien sûr, une sensibilité accrue dans le grand public et une sensibilité accrue des consommateurs que parfois certaines entreprises essaient de mettre à profit dans une segmentation de leur marché. Et puis, il y a aussi, vous en entendez très probablement parler beaucoup, le nouveau contexte d'investissement. Donc, une structuration des marchés financiers en fonction des critères environnement, gouvernance et sociale, et avec tout ce qui se passe, notamment en Europe, avec les fonds verts, les verts pâles, verts foncés. Donc, il y a vraiment une structuration en ce moment du marché des capitaux en fonction de critères environnementaux et sociaux. Donc, tout ça forme un contexte qui va faire que les entreprises, effectivement, vont s'engager. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que les entreprises peuvent continuer à en faire un avantage distinctif ou si on ne doit pas exiger que les secteurs au complet s'engagent. C'est plutôt ce qui est en train de se passer, ce qui fait que les logiques traditionnelles de compétition ou en tout cas de distinction sur le marché à travers la performance environnementale sont de moins en moins vraies ou de moins en moins plausibles parce qu'on ne peut plus s'en remettre simplement à un engagement environnemental qui serait pour les entreprises avant-gardistes. Il faut que tout le secteur économique s'engage. Donc, je vais m'arrêter là-dessus simplement pour mentionner que si on veut avoir une certaine cohérence en matière de développement durable, notamment à l'échelle du gouvernement, beaucoup reste à faire. Et je pense que la première chose à faire, et ça fait très longtemps qu'on en parle, mais on est loin de l'avoir fait, c'est d'arrêter de subventionner les activités qui vont complètement à l'encontre des politiques dont le gouvernement se dote en matière de protection de l'environnement. Donc, je vous laisse sur ce petit mot de la fin et je laisse donc mon collègue Alain Webster poursuivre. Merci beaucoup. J'ai donc le plaisir de poursuivre cela. Merci, ma chère. Bon, moi, on m'a laissé le défi de faire le lien entre ces stratégies de développement durable, le volet entreprise, changement climatique, fonds d'électrification et marché du carbone. Mais avant, tarification du carbone, Pigou nous a dit dans son classique bouquin sur le bien-être il y a plus d'un siècle que tarifer ces externalités environnementales était essentiel. Ça fait plus d'un siècle. On a parlé tantôt du principe de pollueur-payeur. Ça fait un demi-siècle que l'OCDE a adopté ce principe. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ça quand, Paul, tu as fait ton introduction générale sur le développement durable. J'ai commencé à enseigner ces économies de l'environnement à la fin des années 80. Les premières conférences que j'ai faites avec mon collègue Jean-Pierre Evray, que vous connaissez tous,
On avait l'air d'extraterrestres en parlant de mettre un prix sur le carbone à la fin des années 80, début 90. Et aujourd'hui, c'est 25 du carbone sur la planète qui est tarifé. À l'échelle du Québec, ça a été adopté de façon unanime par tous les partis politiques. À l'échelle canadienne, c'est intégré dans à peu près toutes les provinces. Jusqu'à il y a quelques mois, j'avais l'impression que tout politicien décent ne pouvait faire autrement que de dire qu'on était rendu en 2024 à utiliser ce genre de politique publique évidente et absolue en matière de recherche du bien commun. Là, j'ai un petit peu de doute parce que j'ai cru comprendre que sur les collines parlementaires plus proches de la Gatineau, on pouvait avoir une perspective qui date peut-être de avant Pigou, là, donc on doit être à peu près au 19e, au 18e siècle. Fait que je n'arrive pas tout à fait à comprendre. Mais le message, il n'est pas politique du tout. Rassurez-vous, j'en fais jamais. Le message, il est le suivant. On a l'impression que ça avance jamais. Mais moi, j'ai l'impression, au contraire, qu'on avance pas assez vite. Là. Ça, c'est clairement ce que je vous dis. Ça va pas assez vite, pas assez loin. Mais on a eu un exposé passionnant tantôt sur cette tarification qu'on va intégrer dans nos frontières. Quel lien on fait avec l'OMC? Comment on réussit? Ce discours-là était impensable il y a 30 ans, 40 ans. Et là, on est en train de l'attacher. Là, on a des débats. Est-ce que ça va? Le problème, c'est qu'on manque de temps. Il faut accélérer cette réflexion-là. Mais j'ai l'impression que si on fait abstraction de quelques préhistoriques, là, globalement, on avance. Pas assez vite, mais on avance. Ce qui est en soi une bonne nouvelle. Donc, commençons par ce que je veux vous raconter. Tarification carbone juste, mais pas juste une tarification. Une espèce d'arrimage entre ce qu'on a dit tantôt sur ces enjeux de fiscalité et puis ces enjeux de développement durable. Alors, en introduction, pour ceux qui connaissent un petit peu moins ce système de tarification carbone au Québec, donc on a adopté en 2013 ce système de tarification du carbone à travers le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission. Et on l'a lié à la Californie, ce qui a fait le plus grand marché à l'échelle mondiale pour des États infra-étatiques, soit dit en passant. C'était en soi quelque chose d'assez innovant. C'est un système aussi qui a permis de probablement mettre un élément central dans la lutte au changement climatique. C'est l'un des principaux outils en matière d'intervention climatique pour les États. Un autre élément qui me semble important, bien sûr, c'est qu'en faisant ça, en 2013, à l'Assemblée nationale, et ça vaut la peine de se le rappeler, ça signifie qu'on a mis en place un processus qui a été élaboré, déployé, mis en œuvre depuis une décennie par 3 partis politiques différents, dirigés par 4 premiers ministres différents. On appelle ça la cohérence de l'État. Et quand on voit le débat public actuel sur la tarification carbone, on voit à quel point c'est fondamental. On a vu ce qui s'est passé avec les changements de gouvernement en Ontario, on a vu ce qui s'est passé en Alberta, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, on a vu ce qui s'est passé en Australie. C'est catastrophique en matière de fiscalité publique, en matière de politique publique. Il faut que l'État puisse définir des règles du jeu claires et que les intervenants, notamment les entreprises, puissent se dire que ces enjeux, ce n'est pas des enjeux de gauche, de droite, c'est des enjeux de politique publique normale et qu'on doit s'aligner sur ces stratégies. On a réussi à faire ça au Québec de façon relativement unanime. Juste ça, là, c'est un bon coup qu'on a réussi à faire, je pense. C'est un premier point. L'autre, évidemment, c'est qu'on a, en faisant ça, inscrit le Québec dans l'ensemble des États à l'échelle internationale qui ont choisi d'utiliser la tarification carbone comme un instrument de politique publique essentiel. Ça reste important. Ça fait 10 ans. On est dû pour faire une petite mise à jour de ce système avec la Californie. Donc, si vous avez suivi un peu l'actualité, les 2 gouvernements ont lancé cette réflexion sur la mise à jour du marché du carbone. Quelques éléments particuliers sur ce système. Depuis 2013, on a récupéré 9,2 milliards. Ma collègue en a glissé un mot là-dessus. Ça fait partie de l'un des fonds dédiés, donc on ne peut utiliser ces sommes-là qu'à la lutte au changement climatique. Après, il y a des petits arrimages là, dans ces fonds dédiés qui vont être à la fin consolidés, puis qui sont un peu plus utilisés, difficiles à utiliser dans les fonds qui vont nous rester. Là. Il y en a pour un peu plus d'1 milliard, 1,7. Fait qu'il faut trouver des façons d'être compatibles avec l'ensemble de la gestion de ces fonds publics, mais globalement, l'idée de se dire qu'il y a là des revenus qui ne servent qu'à cette lutte au changement climatique, ça me semble là fondamental. C'est une démarche qui couvre 80 des émissions au Québec, donc on exclut tout ce qui est matière résiduelle et on exclut tout ce qui est agriculture. Ça couvre l'ensemble des autres secteurs.
On a aussi un seul système au Québec, contrairement au modèle fédéral, c'est le SPED, dans lequel on a deux approches complètement différentes. Des allocations gratuites pour les grands émetteurs industriels, pour à peu près 19 millions de tonnes, et puis une vente aux enchères pour l'ensemble des autres secteurs. Donc, tout le monde est couvert indirectement parce que les distributeurs de combustibles et de carburant ont l'obligation d'acheter un droit d'émission dans le cadre de 4 ventes aux enchères faites annuellement avec la Californie. Un élément fondamental qui distingue le marché du carbone au Québec par rapport à ce qui a été mis en place en matière de tarification à l'échelle canadienne, ce n'est pas seulement ce modèle de vente aux enchères, parce que c'est le marché qui fixe le prix, mais c'est aussi le fait que ce système de plafonnement, il existe parce que d'abord, il y a un plafonnement des émissions. Donc, là, on a eu 2 décrets faits par le Conseil des ministres qui ont ramené cette limitation absolue. Juste ça, là, dire ça concrètement, c'est passionnant. L'État intervient et se dit qu'en matière environnementale, on fixe une quantité absolue de polluants et on se dit faites ce que vous voulez, mais à l'intérieur de ces balises. 65 millions de droits d'émission en 2015, 44 millions de droits d'émission en 2030 avec une réduction linéaire entre les deux. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout réglé. Mais c'est rare qu'on impose des limites physiques absolues d'un point de vue environnemental. Ça, c'est le marché du carbone permet de faire ça. La Californie a fait évidemment la même chose. Et puis, on en a parlé au dîner dans cette allocution passionnante, le design du système. C'est ça qui est passionnant. On ne peut pas être contre ou pour une tarification carbone. C'est évident qu'on est tous pour. C'est trop essentiel comme instrument de politique publique. La question après, passionnante, c'est comment on le dessine, qu'est-ce qu'on a comme enjeu et qu'est-ce qu'on a comme objectif. Donc, dans cette réflexion sur l'évolution de ce marché, je vous amène sur 2-3 petites questions. D'abord, le lien entre SPED et puis fonds d'électrification. Oups, ça fonctionne encore. Le SPED, donc, alimente financièrement ce fonds d'électrification et de la lutte au changement climatique. Ça permet d'y mettre un budget significatif. J'ai dit tantôt qu'on a généré 9 milliards. Donc, on met plus d'argent dans la lutte au changement climatique et on finance un ensemble de programmes, à la fois pour la réduction des émissions et à la fois pour l'adaptation. Et puis également, dans mes petites flèches en bleu, la tarification carbone amène une réduction des émissions par cette modification. C'est le signal prix qu'on lance. Et c'est pour ça que c'est fondamental. Si on n'intègre pas un coût associé à ces émissions, pourquoi? On changerait la façon de produire et la façon de consommer. Donc, l'État a cette obligation d'utiliser ce marché et de corriger cette déficience du marché reconnue par tout ce qui existe comme organisme international en matière économique. Et si on a un minimum de base en économie, on est convaincu qu'il faut donc corriger ces externalités. Pourquoi? Pour que le marché fonctionne mieux. Et puis en même temps, pour régler nos enjeux environnementaux et puis pour éviter des enjeux sociaux qui sont catastrophiques. Donc, il n'y a que des bonnes nouvelles dans tout ça, finalement. 2-3 éléments plus compliqués dans le design. 2 exemples dans la figure que je vous ramène là. Premièrement, vous voyez, on oublie 2013-2014, c'était le lancement du système, il n'y avait pas tous les secteurs qui étaient intégrés au Québec. Donc, en 2015, le système commence avec 65 millions de droits d'émission qui peut être alloué par le gouvernement du Québec. Et puis, si vous le voyez, ça diminue jusqu'à 44. Donc, l'idée est simple. On plafonne la quantité totale de droits d'émission. Mais qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est ça la question qu'on nous a posée au dîner. Hein? Quelle est la raison? Qu'est-ce que le législateur réfléchit en faisant ce design de politique publique? Il le fait dans une perspective environnementale, on espère. Sinon, ce n'est pas pourquoi on fait ça. Donc, un enjeu environnemental. Mais en même temps, au Québec, un élément central, c'était l'un des... BC faisait ça déjà, mais à part ça, au Québec, personne ne travaillait sur volet de tarification carbone. Et aux États-Unis, pas beaucoup non plus. Donc, ce regroupement de l'ensemble des États, la WCI, réfléchit à ces enjeux en matière de tarification carbone à travers un système de plafonnement et d'émissions. Donc, un objectif évident, éviter que le coût devienne trop élevé. On ne veut pas amener des enjeux de concurrence trop sévères. Donc, on dessine le système pour y accorder la plus grande souplesse possible. L'élément le plus fondamental, c'est qu'on lie nos 2 marchés, Québec-Californie, en se disant, vous pouvez les échanger. Donc, on va acheter un droit d'émission là où il est le moins cher. En grande partie en Californie. On a importé pour 11 millions de droits d'émission par année dans les dernières années. Donc, globalement, ça fait une réduction quelque part. Ça amène un coût économique plus faible parce que mon droit d'émission est plus faible,
Mais en même temps, ça fait un transfert financier Québec-Californie. Ouais, ça, c'est un petit peu embêtant. L'exemple que je vous amène est une question qui aura à réfléchir. Là, je suis un tout petit peu embêté parce que l'avis qu'on a transmis au ministre sur la réforme du marché du carbone va être public dans 3 semaines. Fait que je ne suis pas en train de vous dire, voici les conclusions du comité consultatif sur les changements climatiques. Je suis en train de vous dire, voici 2-3 questions à laquelle on pourrait réfléchir éventuellement. On plafonne les émissions pour amener une pression en matière de réduction des émissions et de tarification. En même temps, pour avoir le plus de souplesse possible, on permet la mise en place de crédits compensatoires. Dans les secteurs qui ne sont pas couverts par ces droits d'émission, matières résiduelles, agriculture, on définit un cadre réglementaire et on se dit, si vous êtes conforme à ce cadre réglementaire, vous pouvez réduire les émissions. En faisant ça, vous obtiendrez des crédits et ces crédits-là, vous pourrez les vendre aux entreprises qui doivent acheter un droit d'émission. Donc, l'idée au départ, c'était, ça va amener une réduction des émissions à un coût plus faible et ça va inciter des secteurs qui ne sont pas assujettis à mettre en place des politiques publiques en matière de lutte au changement climatique. Ah, c'est intéressant. La contrainte que ça mène aujourd'hui, c'est évidemment, c'est que si vous réduisez dans un secteur non couvert et que vous vendez ce crédit compensatoire à une entreprise qui elle-même est couverte par le SPED, ben, ce n'est pas vrai qu'en 2023, le montant total alloué va être 57 millions de droits d'émission. Ça va être 57 plus les émissions associées à ce crédit compensatoire. Donc, on diminue la pression sur la réduction, on diminue le coût, et puis on va passer vite dans la réduction des émissions. Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui? C'est une belle question en soi. Une fois qu'on s'est posé ça, se pose une autre question qui est très reliée. La tarification de ce carbone. Bon, à l'échelle fédérale, dans le modèle canadien, on le fixe, on le plafonne. Bon, on ne le plafonne pas, mais on le définit à l'avance jusqu'en 2030, 170 $, avec une augmentation annuelle classique. Dans le cas du Québec, c'est le marché qui détermine ça en fonction, donc, de l'offre, la demande, la pression qu'on y met. Vous le voyez là, dans le système, c'est tiré de la Banque mondiale. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce type de publication annuelle, en orange, c'est les systèmes de marché du carbone. En bleu, c'est les systèmes de tarification carbone. Dans mon petit encadré qu'on voit très, très mal, c'est Québec-Californie. Donc, ce prix est relativement faible au Québec par rapport aux autres, à vrai, dans le milieu. Mais ce qui me semble fondamental dans la figure, c'est ce que la Banque mondiale nous dit. Dans le milieu, là, les 2 lignes en noir, c'est voici la fourchette en matière de tarification carbone pour atteindre nos objectifs en matière de lutte au changement climatique. Le constat est simple. La tarification n'est pas assez élevée. Et la tarification n'étant pas assez élevée, on ne réduit pas assez vite nos émissions. C'est embêtant. Ça a un coût économique majeur. Ça a des enjeux en matière d'adaptation catastrophique. Ça a des impacts en matière sociale, environnementale. L'image est relativement simple. Il faut augmenter la tarification carbone. Du moins, on pourrait penser qu'il faut augmenter la tarification carbone. En tout cas, un comité pourrait penser écrire ce genre de conclusion un jour. Un autre élément qui est passionnant, c'est combien de droits d'émission je vais allouer. Je reviens à mon exemple de tantôt. Au Québec, depuis la mise à jour de ce système en 2013, on a alloué 389 millions de droits d'émission. En même temps, on a utilisé 20 millions de crédits compensatoires. Donc, au total, les entreprises, les secteurs assujettis ont pu utiliser 408 millions de droits d'émission. Un droit d'émission étant une tonne d'équivalent CO2. Mais est-ce qu'on regarde ce qu'ils ont remis en conformité? Donc, à la fin, ils ont 3 ans pour finalement faire le bilan et remettre leurs droits d'émission. Donc, à la fin de chacune de ces périodes, qui est conforme, tout marche bien, le système est adéquat, la mécanique semble bonne, mais à la fin de 2020, on constate que les entreprises ont remis, au total, 391 millions de droits d'émission. Ah, donc, si on avait alloué au total 408 comme droits, mais qu'on a utilisé, rejeté que 391 millions de droits d'émission de tonnes d'équivalent CO2 et donc de droits d'émission équivalents, il y a 17 millions de tonnes de trop ou 17 millions de droits d'émission de trop qu'on a alloués durant la période. Ça amène une belle question passionnante. On fait quoi? Si on laisse le surplus de ces droits d'émission, le coût des prochains est moins cher, fait que la facture est moins élevée. On peut se dire, on va les laisser là, puis on va les vendre. Et donc, si je les vends, j'obtiens un revenu, peut-être moins élevé, mais j'obtiens un revenu. Et si j'ai un revenu, j'ai plus d'argent pour faire le financement de la lutte au changement climatique. OK, c'est possible. Mais en faisant ça, je mets moins de pression. Si je veux accélérer ma réduction,
je devrais retirer ces 17 millions de droits d'émission et me dire qu'il faut que j'arrime à chacune des périodes la quantité totale de droits d'émission avec mon objectif de réduction que je me suis doté, qui, elle, ne doit pas être juste politique. Elle est environnementale, elle est sociale, elle est politique, elle est juridique. Comment j'aligne finalement et comment je me sers de ma fiscalité économique pour accélérer l'atteinte de mes objectifs. Fait que là, il y a une petite question, on verra la réponse, mais quelque part, il y a dans ce système une surallocation des droits d'émission qu'on a fait depuis 2013, notamment à cause des crédits compensatoires. Ben, l'une des questions que l'État pourrait se poser, c'est je fais quoi? Est-ce que je réduis mes droits d'émission? Vous le voyez très bien, ça se vend aujourd'hui 50 un droit d'émission au Québec. Ben, si vous en retirez pour 17 millions, vous n'avez qu'à faire 17 millions fois 50 et ça, c'est la somme de revenus en moins pour la lutte au changement climatique. Fait qu'on peut dire, hey, c'est pas une bonne nouvelle, il m'en faut plus pour financer le transport en commun. Je suis un peu surpris de vous voir ici. Je pensais qu'elle serait vide, la salle, à 1h30 pour voir quelle serait la stratégie en matière de Québec sur la ville de Québec. Là. Mais donc, j'ai tellement de besoins en matière de financement, notamment d'infrastructures, que je peux me poser comme question, est-ce que je dois réduire mes droits d'émission et donc mes revenus supplémentaires? Mais plus que je continue à faire ça, plus que j'ai des surallocations. Ça signifie quoi? Vous ne voyez absolument rien de la figure, mais je vais vous expliquer ça. C'est un marché lié Québec-Californie. Donc, au Québec, on va se poser deux grandes questions existentielles. J'ai mis 17 millions de droits d'émission en trop. Est-ce que je les retire? Et est-ce que je réduis l'utilisation des crédits compensatoires? La Californie a le même enjeu. Qu'est-ce que je fais comme scénario? On s'est rendu compte, c'est presque un peu gênant, que dans le cas de la Californie, on a suralloué de façon involontaire des droits d'émission. Fait que là, c'est sûr qu'on part avec, il faut corriger la quantité, 115 millions de droits d'émission qu'on va tirer, ça c'est acquis. La cible de la Californie, c'est moins 40. On se dit, elle devrait passer à moins 48 en 2030 et peut-être moins 55 par rapport aux émissions de 90. Plus que je veux atteindre une réduction des émissions, plus que je vais retirer des droits d'émission. Là, je pense qu'on ne voit absolument rien à la figure, c'est un peu étrange. Mais donc, l'idée est relativement simple. Il va, dans les prochaines semaines, les prochains mois, avoir comme question les deux États conjointement, parce qu'on fait ça ensemble, vont faire quoi comme approche en matière de réduction des émissions, des droits d'émission? Plus qu'on va les retirer, plus que le prix va augmenter et plus qu'on va avoir, bien sûr, un impact sur la réduction des émissions. Là, ce que vous avez, c'est l'effet des différents scénarios sur la hausse du coût d'un droit d'émission. 97 $, c'est le prix simulé à l'horizon 2030 si je ne fais rien. Et puis, vous allez passer jusqu'à quelque part près de 120 $ à l'horizon 2030 si vous rendrez le système le plus restrictif possible. Si vous voulez accélérer la lutte au changement climatique, c'est ce que vous faites. Si vous voulez ne pas mettre trop de pression économique, vous restez en mode statu quo. C'est rare que je dis que je suis à droite, là, mais... OK, quand on est dans ce scénario-là, je ne peux pas, il me reste encore presque 2 minutes. Juste revenir sur pourquoi on fait ça, là, pourquoi on fait de la fiscalité. Bon, certains s'intéressent toujours à ça, là, c'est votre vie en général. Mais on fait ça parce qu'on a un enjeu environnemental essentiel. Peut-être qu'il faut juste la peine de se le rappeler. Et sur l'idée de la tarification, garde en tête que ce n'est pas juste l'objectif 2020 et 2030, mais c'est la trajectoire. Donc, chaque tonne qu'on émet à chaque année nous cause un problème. Qu'est-ce que le GIEC nous dit? Ben, dans le dernier rapport en 2022, on faisait le bilan en 2020, si je veux atteindre ma cible de 1,5 degré, je peux, à l'échelle mondiale, rejeter 500 gigatonnes de CO2. Et vous avez vu la mise à jour, la semaine dernière, on n'est même plus à 500. Aujourd'hui, on est à moins de 300 parce qu'on est rendu en 2024. Donc, dans ce type de scénario, la quantité totale rejetée est limitée. Une fois que j'ai rejeté plus de 500 gigatonnes, c'est de la physique. La température ne sera jamais plus à 1,5, elle va être au-delà de ça. Donc là, il y a une belle question. Nous ne sommes pas aujourd'hui sur une trajectoire équivalente à l'accord de Paris. Ça ne fonctionne pas parce que dans une seule décennie à l'échelle mondiale, on rejette 410 gigatonnes. Il nous en reste 500. À l'horizon 2030, c'est fini. Le 1,5, il va être perdu à jamais. C'est un tout petit peu embêtant. Donc, qu'est-ce que l'Agence internationale nous dit? Accélérer, accélérer, accélérer. Ce message se rempoche le Gatineau, on dirait. Mais pour accélérer ce scénario, ben, ça signifie qu'il faut, dans les États riches comme les nôtres, décarboner à l'horizon 2050. Puis là, je vais tricher d'une minute ou deux parce que le reste est passionnant. Quand Hydro-Québec nous dit « ce que je fais est vraiment ambitieux », ben non, tous les États devront faire ça. Il faut sortir du volet énergie fossile le plus rapidement possible.
C'est un peu compliqué de dire ça dans un pays qui est un État pétrolier parmi les grands producteurs à l'échelle mondiale, mais c'est ça la réalité climatique. Comment on fait pour sortir de cette économie fossile? Ben, ça signifie qu'au Québec, il y a 50 d'énergie qui est encore de l'énergie fossile. Il faut la remplacer par une plus grande efficacité énergétique, par une plus grande sobriété et par plus d'énergie renouvelable. Donc, on va faire ça ici, comme tous les États qui vont vouloir travailler sur le taux de changement climatique. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du FMI? Ben, le message est assez simple. Il va falloir massivement travailler sur le volet, bien sûr, tarification, mais il faut travailler sur l'innovation, sur le développement de technologies à faible niveau d'émission et sur la correction de la défaillance des marchés par, justement, une tarification. Mais globalement, en termes d'infrastructure, il faut investir de 3 à 6 fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui si on veut dessiner un avenir viable. C'est aussi banal que ça. Et donc, pour faire ça, le message du FMI est le même. Les États, aujourd'hui, sont pris dans un trilemme. Il faut à la fois mettre en place des mesures qui sont faisables politiquement, il faut à la fois atteindre nos objectifs climatiques, et il faut à la fois assurer la viabilité des finances publiques. Le message est simple, ça ne peut pas passer que par une augmentation de la dépense publique en matière de subventions. Il faut accélérer l'effort climatique, ça devra donc passer par plus de tarification, mais aussi par plus de cadres réglementaires, plus contraignants, et par une augmentation de cette dépense publique. Probablement, secteur par secteur, on vient à ce qu'on disait tantôt, on fait quoi en transport, en agriculture, définir ces feuilles de route de façon spécifique. Je suis presque fini, mais ne pas parler sur l'équité, ça serait vraiment honteux. Donc, vous me direz qu'il fallait continuer encore une minute ou deux. Mais on ne peut pas, et c'est ce message international, atteindre ces objectifs sans une prise en compte adéquate de ces enjeux d'équité à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, notamment parce qu'on sait que c'est des axes, ces enjeux en matière d'inégalité, en matière de changement climatique, sont des accélérateurs et des amplificateurs des inégalités sociales de santé. Donc, ça a des incidences trop importantes. Et pour y arriver, ben, il faut absolument réussir à mobiliser l'ensemble des acteurs de toute la société, incluant par des transferts en matière, bien sûr, de politique sur les flux financiers au niveau public et privé pour y arriver. Si on n'arrive pas à mobiliser tous les acteurs dans le changement climatique, on va échapper cette question et nos enfants nous diront « Vous étiez où en 2024 quand ce débat-là était encore possible? » Et c'est étonnant qu'on soit encore en train de se poser la question. Donc, je suis en train de conclure, vous avez compris. Les activités humaines sont sans équivoque la cause de ces changements climatiques. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Les changements engendrent des coûts majeurs, significatifs. Donc, quelque part, il faut absolument mettre en place des stratégies pour s'adapter à cette nouvelle réalité. C'est le rapport qu'on a rendu public la semaine dernière sur l'adaptation au changement climatique. Cette tarification carbone, elle est essentielle pour corriger cette défaillance des marchés. L'ampleur des mesures actuelles est insuffisante, il faut donc en faire encore beaucoup plus. Les décideurs doivent donc urgemment augmenter leur effort en matière de lutte au changement climatique par notamment des politiques fiscales pertinentes. Et la bonne nouvelle, parce que je suis un optimiste de nature, ben, on possède les outils et on possède le savoir-faire pour y arriver et on devra y arriver. Il manque un petit peu de volonté par contre. Là-dessus, j'ai presque arrivé dans mon temps. Merci beaucoup. Paul. Oh, quelqu'un vient de m'accrocher. Je viens de perdre mon... Encore. Oui, bonjour tout le monde. Alors, toujours un défi de passer après le professeur Webster. Donc, merci de l'invitation. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. J'ai intitulé ma présentation, donc, des cibles ambitieuses à des réalisations modestes. Alors, tu voudrais qu'on ait des réalisations ambitieuses. Donc, ça va s'inscrire un peu dans la lignée de ce que tu viens de mentionner. Alors, mon objectif est assez simple, c'est d'explorer avec vous des raisons qui font en sorte qu'au Québec, il faut le reconnaître, on a des objectifs québécois de réduction des gaz à effet de serre qui sont ambitieux,
mais je dirais que les réalisations jusqu'à maintenant sont plutôt modestes, en particulier en matière d'éco-fiscalité. Là, on est dans un congrès de fiscalistes, donc je vais me permettre de mettre l'accent là-dessus. Alors, c'est une présentation qui va être beaucoup plus impressionniste que les précédentes. Je vais utiliser mon bagage d'économiste, mais aussi mon bagage de commissaire au développement durable pour, dans le fond, élaborer cette présentation-là. Donc, ça va être un peu scientifique, un peu anecdotique, un peu un mélange des deux. Et j'aborderai aussi un peu à la fin cette question, donc, est-ce qu'on peut faire mieux? Alors, le plan de la présentation va être à l'avenant, commencer par un bref état de situation. Je vais discuter avec vous d'au moins 5 raisons qui font en sorte que je qualifierais nos réalisations de modestes et ensuite examiner quelques pistes pour faire mieux. Alors, les objectifs du Québec en matière de réduction des gaz à effet de serre, vous les connaissez. Donc, d'ici 2030, réduire nos émissions donc, à un niveau qui serait 37,5 % inférieur à celui de 1990. En 2050, tendre vers la carboneutralité. Tout ça, il ne faut pas l'oublier, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, tout ça en rattrapant le niveau de richesse de l'Ontario. On a un document qui s'appelle la Vision économique du Québec qui prévoit qu'on aura rattrapé le PIB par habitant de l'Ontario d'ici 2036. Comme l'a bien fait ressortir, d'ailleurs, j'en profite pour en dire un mot là-dessus, donc un rapport de l'Institut du Québec publié hier. Au niveau des réalisations, alors nos émissions en 2021 donc, étaient à 8,9 %, donc sous le niveau de 1990. Alors on est encore loin du compte. Selon l'inventaire canadien, les émissions du Québec auraient aussi un petit peu augmenté entre 2021 et 2022. Au niveau de l'éco-fiscalité, donc un état de situation, vous vous rappellerez peut-être que notre ami Luc, en 2015, a piloté une commission sur la fiscalité et une de ses recommandations, c'était de faire plus de place à l'éco-fiscalité. Et le ministre des Finances de l'époque embarqué là-dedans et a dit oui, on va développer donc une stratégie en matière d'éco-fiscalité. Alors, en 2020, comme commissaire au développement durable, je me suis posé la question où est-ce qu'on est rendu là-dedans. C'est un sujet là, qui m'intéressait au plus haut point. Et j'ai constaté, entre autres, que la stratégie en matière d'éco-fiscalité était devenue un simple guide d'utilisation. Alors, on s'entend que c'est moins structurant un guide qu'une stratégie. Un autre constat général, le recours aux mesures éco-fiscales donc, restait limité et l'efficacité de ces mesures-là était rarement évaluée. Je suis allé voir après ça si les recommandations de notre rapport avaient été mises en application. Puis en 2023, donc, je constatais que toutes les recommandations n'étaient pas encore appliquées. Alors, pourquoi donc est-ce qu'on a des réalisations modestes comme celle-là? Alors, j'y vais donc avec les 5 raisons. Première raison, la lutte contre les changements climatiques, c'est un bien public. Alors, c'est quoi un bien public? Dans le jargon des économistes, c'est un bien qui, s'il est fourni à un individu, il va être fourni à tous. Donc, physiquement parlant, on n'a pas le choix. Alors, on parle de l'éclairage des rues, on parle du déneigement, on parle des boucliers antimissiles. Ce sont des exemples typiques là, de biens publics. Et quand il s'agit d'un bien public, il s'agit de biens que les entreprises privées peuvent difficilement produire de façon rentable parce qu'on aurait tous intérêt à se comporter en free rider, donc en resquilleur. Dans le fond, pourquoi j'achèterais ton bien? Puisque quand mon voisin va l'avoir, je vais l'avoir moi aussi en même temps. Donc, dans la lutte contre les changements climatiques, c'est un peu ça. C'est un bien, donc, dans le fond, qui lorsqu'il est disponible, il est disponible pour tout le monde. Donc, pourquoi se forcer si les autres le font? Je vais profiter de leurs efforts. Alors, c'est vrai pour les individus qu'on peut avoir tendance donc, à se comporter en free rider. C'est vrai pour les entreprises, mais c'est aussi vrai pour les nations. Donc, bref, peut-être qu'on a des réalisations modestes parce qu'on attend que les autres fassent plus d'efforts, en quelque sorte. Deuxième raison qui peut expliquer nos réalisations modestes, la compétitivité internationale. On peut avoir peur donc d'être plus exigeant pour que les pays voisins, pour éviter donc que nos entreprises là, perdent la business. Puis effectivement, comme on l'a discuté ce midi, ça peut être une menace réelle
dans les secteurs qui exportent beaucoup et qui sont très intensifs en carbone. Donc, on peut effectivement avoir peur de ces fuites de carbone s'il n'y a pas de mécanisme d'ajustement aux frontières. Alors, au Québec, est-ce que cette peur de la compétitivité internationale nous limite? Peut-être, parce qu'effectivement, la tarification du carbone, c'est peu présent en Amérique du Nord, donc on peut vouloir attendre que les autres nous rattrapent. Puis, un constat qu'on fait tous les jours quand on se déplace un peu autour du Québec, c'est que les prix québécois de l'essence sont déjà donc parmi les plus élevés. Troisièmement, là, je vais entrer un peu plus dans l'anecdotique. Donc, le gouvernement, mon observation des 5 ans où j'étais à Québec, le gouvernement aime bien faire des grosses annonces, présenter des stratégies aguichantes dans des documents très léchés avec des belles images. Donc, des objectifs ambitieux, de couper des rubans, etc. Donc, on en a parlé un peu ce matin avec Nordvolt et les autres compagnies de cette industrie-là. Alors ça, c'est bien le fun, mais il faut aussi avoir des plans d'action qui soient rigoureux. Il faut se doter d'objectifs chiffrés, de cibles intermédiaires. Il faut avoir un suivi qui soit assidu, une reddition de comptes transparente. Ça, on dirait que ça intéresse un petit peu moins les gens au pouvoir, donc les décideurs publics. Et je ne sais pas si mes collègues du vérificateur général seront d'accord avec moi, mais c'est un constat qu'on a souvent fait dans les différents rapports du vérificateur général. Oui, les stratégies sont belles, sont intéressantes, sont importantes, sont ambitieuses, mais quand il s'agit de la mise en œuvre, c'est là que c'est peut-être un petit peu plus déficient. Une autre raison qui peut expliquer nos réalisations modestes, encore une fois, je vais être un petit peu dans l'anecdote, mais c'est la grande complexité de l'action gouvernementale. Moi, ça m'a vraiment frappé en plein front quand je suis arrivé à Québec, à quel point l'action gouvernementale, c'est exigeant, c'est compliqué. Quand on est prof d'université comme j'étais, la vie est assez simple. C'est facile de dire, ben ça, c'est pas correct, on devrait faire ça comme ça. Puis on a telle chose, ça devrait fonctionner autrement. Mais les contraintes du secteur public sont vraiment réelles. On a parlé ce matin d'acceptabilité sociale, de gradualisme, de faire des projets pilotes, etc. C'est pas simple non plus aussi de donner l'impulsion, de partir d'en haut, puis d'aller au régional, après ça, d'aller au local. Ça, c'est donc, encore une fois, c'est pas toujours simple à faire, donc que toute la machine suive un mot d'ordre ou une direction donnée. Au vérificateur général, on a souvent reproché au gouvernement de mettre en place des mesures, des politiques, sans connaître les effets de ces politiques-là. Mais les universitaires dans la salle savent que juste mesurer les effets, c'est une science en soi. On ne peut pas mesurer les effets de tout. Des fois, il faut aller un petit peu à tâtons. Alors donc, oui, moi, ça m'a frappé la grande complexité de l'action gouvernementale. Et je vais donner juste une petite anecdote pour commencer, pour exemplifier là, ce que je veux dire. Dans mon métier de commissaire au développement durable, j'ai été appelé quelquefois à aller commenter des projets de loi en commission parlementaire. Je suis sûr que tous les collègues ici au panel ont fait ça. Alors, la première fois que c'est arrivé, je pense que ça faisait 2 mois que j'étais en place. Puis là, il fallait que j'aille commenter un projet de loi qui modifiait des lois existantes. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, un projet de loi qui modifie des lois existantes. J'ai rien compris. À ma première lecture, j'ai absolument rien compris. C'était un cauchemar. Je m'arrachais les cheveux et j'ai réussi. Donc, en tout cas, moi, j'ai toujours gardé ça comme exemple donc, de la complexité. Alors, bref, peut-être qu'on a des réalisations modestes parce que c'est vraiment complexe de faire des choix d'action qui sont toujours efficaces. Enfin, courage politique, donc peut-être que c'est effectivement donc toujours quelque chose qui va revenir à ça. Ici, je vais commencer par aussi une petite anecdote. Donc, à un moment donné, dans ma vie donc, de commissaire, j'ai côtoyé quelques élus, dont un ancien ministre des Finances qui, après quelques verres de vin, me dit « Vous savez, M. Lanois, l'éco-fiscalité, là, politiquement,
ça ne passe pas. Alors, si vous m'avez bien écouté, vous allez deviner de quel ministre il s'agit. Je vous laisse réfléchir à ça. Mais essentiellement, effectivement, quand il s'agit de pouvoir politique, de volonté politique, moi, j'aime bien revenir à cette bonne vieille théorie du marché politique qui dit essentiellement qu'un gouvernement a toujours une hésitation à imposer des mesures ou des politiques à coût concentré sur certains individus et bénéfices diffus pour l'ensemble de la population. Alors, il y a beaucoup de mesures en faveur d'une réduction de gaz à effet de serre qui sont des mesures comme celle-là, donc à coût concentré sur un certain pan de la population ou un certain pan des industries, mais à bénéfice diffus pour l'ensemble de la population et même l'ensemble de la planète là, dans ce cas-ci. Alors, ça m'amène à quelques pistes pour faire mieux. Et je vais donc en toute modestie faire un peu de publicité pour le dernier rapport auquel j'ai participé. Donc, dans ce dernier rapport, on avait un chapitre sur les bonnes pratiques de 5 pays performants. Alors, performants dans quel sens? 5 pays où on a observé des baisses d'émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2018, beaucoup plus substantielles qu'au Québec pendant la même période. Mais en même temps, ces pays-là ont affiché une croissance de la population, une croissance de l'activité économique, donc similaire à celle du Québec. Alors, on est allé voir qu'est-ce que ces pays-là ont fait de bien. On a recensé donc des mesures qui ont fonctionné dans 6 secteurs, transport, bâtiment, déchets, agriculture, donc, etc. Et quand je dis des mesures qui ont fonctionné, ce sont des mesures qui ont fait l'objet d'une évaluation formelle, comme une évaluation économétrique ou autre. Alors, quand j'ai du temps, d'habitude, je laisse les gens deviner quels sont ces 5 pays, mais bon, puisque le temps presse, donc allons-y. Ces 5 pays-là, donc ce sont le Danemark, la France, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Alors, dans la première colonne de gauche, vous pouvez voir les réductions d'émissions entre 1990 et 2018. Il y a le Québec en haut et les autres pays par la suite. Donc, on voit que les réductions ont été donc substantiellement plus grandes dans ces 5 pays-là, alors que l'évolution de la population, l'évolution du PIB a été relativement semblable. Donc, encore une fois, pour la période 90-2018. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté dans ces 5 pays-là? Quelles sont les pratiques qui étaient efficaces? Bien, en fait, on a constaté que la plupart des mesures efficaces, sinon la majorité, sont de nature éco-fiscale. Pas nécessairement de grande surprise, j'imagine, pour vous. Quelques exemples, donc les systèmes bonus-malus qui prévalent pour les véhicules en France, en Suède, les taxes sur les HFC au Danemark, la taxe à l'enfouissement donc au Royaume-Uni. Alors oui, donc c'est possible dans un contexte similaire en termes démographiques et économiques, donc de faire des avancées qui sont quand même assez remarquables. Alors je vais m'arrêter ici en respect du temps qui m'était alloué. Merci. Merci beaucoup. Donc, d'abord, je note qu'une carrière professorale à succès inclut d'aller en commission parlementaire. Je vais donc attendre mon invitation. J'ajouterais aussi, ça traverse beaucoup des présentations. On a parlé de politique. On n'a pas de politologue sur le panel. C'est parce que c'est le congrès des politologues en ce moment à l'Université McGill. Sinon, c'est possiblement un politologue qui aurait animé le panel. Mais je suis un économiste et on est notoirement célèbre pour voler des concepts et des éléments aux autres disciplines. Donc, je vais me permettre d'être un politologue de façade aujourd'hui. Et je vous donne la licence de le faire aussi. Donc, de commenter un peu sur pourquoi les politiciens agissent comme ils le font, pourquoi est-ce qu'on a les politiques qu'on a. Puis, je lancerai une question générale qui recoupe peut-être un peu ça. Je pense qu'il y a une impression assez généralement partagée au Québec qu'on est bon dans la protection de l'environnement, en fait, je pense qu'au Québec, on se considère comme exceptionnel sur plein de plans. Des fois, c'est vrai, mais pas toujours. Puis, je voudrais vous entendre peut-être généralement, est-ce qu'effectivement, on se distingue de bonne façon
dans la protection de l'environnement, le développement durable et le changement climatique? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'on continue qu'est-ce qui fait qu'on continue d'entretenir cette impression à propos de nous-mêmes? Je ne sais pas s'il y a un de vous que ça interpelle. Je peux peut-être Ouais. donner des exemples. On sait que M. Legault est allé aux Nations unies parce que le Québec a été mis en valeur, mais c'est parce qu'on avait banni, on avait une loi qui interdisait de faire de l'exploration et de l'exploitation pétrolière. Puis celle qui existait faisait en sorte, dans certaines terres, qu'on ne pouvait pas le faire parce qu'on avait toujours un cours d'eau. Mais on n'a jamais été un grand producteur. Mais donc, il y a eu une décision qui a été prise d'interdire cette industrie. Et c'est ça qui a été mis en valeur. Mais ça a permis beaucoup au gouvernement de faire du millage sur cet exemple-là, mais il n'y en avait pas de production. Ça a coûté quand même cher au Trésor public là, de racheter les claims et tout ça. Et dans d'autres secteurs, on fait très bien parce qu'on a de l'hydroélectricité, mais on ne devrait pas se péter les bretelles parce qu'on ne fait pas bien partout, puis on a des efforts à faire, prendre ça au sérieux aussi. On a vu dans certains dossiers, notamment à Norvolt, qu'on n'a pas fait ça avec un grand tapis rouge d'assurer le développement durable et la protection des générations futures. On aurait pu être beaucoup plus transparent dans ce dossier. Donc, on n'est pas le dernier de classe. On fait des bons coups, mais on ne devrait pas quand même s'asseoir sur nos lauriers. Et donc, comme tu veux une discussion, il y a un débat. Je vais dire oui, je suis tout à fait d'accord avec ta conclusion, mais sur le volet interdiction d'exploration, pétrole et gaz, c'est facile. Il n'y a pas de pétrole, pas mal plus compliqué en Alberta à faire cette chose-là. Mais en même temps, il faut juste se rappeler qu'au Québec, on a eu tout un débat il n'y a pas si longtemps sur le gaz naturel, dans lequel il y avait comme un moratoire. Une fois qu'on s'est dit maintenant c'est fini, il n'y en a plus, on oublie l'idée de revenir là-dessus. On voit ce qui se passe si on ne fait pas ça. C'est le cas au Nouveau-Brunswick. Est-ce que je recommence? Est-ce que je fais ça? Est-ce que j'exploite? Fait que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que non, il ne faut pas se porter les bretelles, là, puis on a encore beaucoup à faire. On va pas assez vite. En même temps, il y a quelques bons coups qu'on fait des fois, puis on a de la misère aussi à se dire que ça, c'est quelque chose de positif, je pense. Mais de le nuancer, de se dire, hey, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait est bon. Mais il y a quelques coups que celui-là, moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt un coup assez positif, là, qui a fait un très large consensus. Tout à fait. C'est facile. On passe au gaz de schiste, là, puis après ça, on passe à l'exploration de Old Harry là, dans le golfe du Saint-Laurent. Oui, c'était courageux, mais en même temps, on n'a pas beaucoup d'expertise, puis il n'y a pas beaucoup d'acceptabilité sociale hein, dans Gaspésie. C'était facile à faire. Ils trouvaient ça difficile, donc je suis d'accord avec vous. C'était le temps de le faire pour revenir en arrière, mais continuer dans la démarche. Oui, puis ils vont rester là. Ils vont rester là, les hydrocarbures. Fait que si on change d'idée, la loi elle a juste à être abrogée, puis on va aller les chercher, mais ça sera peut-être de façon plus respectueuse de la qualité environnementale et des sociétés aussi, parce que les gens ils ne veulent pas avoir des puits dans leur cours. Hein, donc on espère qu'on ne changera pas la loi tout simplement. Oui, c'est ça. Donc, c'est un bon pari à prendre. Mais je trouve qu'ils l'ont mis quand même bien en valeur. Ah oui. Quand M. Legault est allé à New York, il y avait vraiment une aura, là, mais c'était sur cet élément-là en particulier, et non pas pour l'ensemble de la démarche. Mais on aime ça au Québec, faire bien. Puis quand on veut, on dit « Ah, c'est mieux dans le reste du Canada ». Ça, ça les pousse à faire mieux. Donc, c'est ça, on n'est pas à la fin du peloton, là, mais on a encore du travail à faire pour rester sérieux. Vas-y, Paul, je t'ai pas vu. Oui. Tu me laisses 2 minutes? Oui. Vas-y, oui. Merci. Je m'en vais. Non. En fait, moi, pour répondre à ta question, Antoine, je serais porté à dire qu'on est bon en contexte nord-américain. Donc, si on compare aux autres provinces, on compare à la majorité des États des États-Unis, oui, je pense qu'on fait bien.
Mais définitivement, si on se compare au nord de l'Europe, par exemple, puis vous avez vu dans la présentation que j'ai faite, là, les pays qui ont fait beaucoup mieux que nous en matière de réduction des gaz à effet de serre, ben, je pense qu'on peut encore s'inspirer là, de ce qui se fait là-bas. Mais je suis tout à fait d'accord qu'on a fait des bons coups. Le marché du carbone, je pense que ça nous a mis sur la map. Il y a pas, je pense que même les gens sont venus chercher l'expertise au Québec, donc pour le design d'un marché du carbone. Donc, définitivement, c'est bien. L'hydroélectricité, évidemment, c'est un excellent coup qui a été fait à une autre époque, mais en tout cas, il faut le reconnaître aujourd'hui là, que ça relevait d'une belle vision. Voilà, je te redonne la parole. Là-dessus, justement, sur qu'est-ce qu'on dit ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ici. Alice Pirlot parlait de Justin Trudeau dans ces conférences-là. Le Canada a quand même un problème probablement similaire là, d'être beaucoup plus clinquant dans des forums internationaux qu'il peut l'être dans sa politique nationale. Qu'est-ce que nos dirigeants gagnent à faire ça, au final? Si finalement, signer ces accords-là, participer à ces ententes-là, ça se traduit de façon très imparfaite chez nous, est-ce que ce ne serait pas ça le but d'aller signer des ententes? C'est pour se donner de la légitimité nationale, mais si ça ne fait pas ça, pourquoi est-ce qu'on court tous ces forums? C'est toujours le fun d'avoir une tape dans le dos, mais je veux dire, nos élus ont actuellement des objectifs autres que d'avoir l'air sympathique pour leurs pairs de d'autres pays. Comment est-ce qu'on explique cette désarticulation-là? Puis qu'est-ce que nos politiciens vont chercher, justement, dans ces forums-là, dans ces interactions-là internationales? Je pense qu'on est trop critique quand on l'amène comme ça, honnêtement. Puis je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, dans ma petite vision des choses, je trouve j'ai l'impression qu'on est trop critique. Tu l'as dit tantôt, Paul, hein, c'est d'une complexité inimaginable réussir à faire ces transformations sociétales et faire quelque chose qui finit par faire consensus dans un calendrier, en plus, qui dure 4 ans, puis dans lequel tu essayes de favoriser un consensus, sachant que tu vas nuire de façon spécifique ou tu vas imposer un fardeau spécifique à des acteurs particuliers. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il faut changer notre discours, en particulier en matière de fiscalité, de politique publique. Si le message qu'on tient est toujours « on fait juste signer, on n'y fait rien, ça ne marche pas », ça donne quoi comme impression? Ça donne l'image que l'État n'est pas capable d'intervenir. Et ça, c'est catastrophique en matière de définition de biens communs. Parce que si l'État n'est pas capable d'intervenir dans tes stratégies de biens communs et dans cette correction de la défaillance des marchés, c'est qui? Ce n'est pas l'entreprise qui va le faire d'elle-même, elle n'a pas avantage à le faire. Ce n'est pas les consommateurs qui ont un poids. Donc, pour arriver à ces enjeux fondamentaux en matière climatique, l'État a un rôle majeur à jouer là-dessus. Fait qu'il faut être tout à fait conscient des limites de l'action gouvernementale. Je reprends sur les bons coups et les limites. La tarification carbone fédérale a un immense avantage en matière, bien sûr, d'équité. Là, je retourne cette somme-là. On aurait pu la faire encore mieux en retournant, balisant en fonction des revenus des ménages. On l'a fait de façon uniforme. Mais donc, on a un gain. On le fait un peu pour les personnes qui sont plus en région, là, mais on a un gain en matière d'équité. Au Québec, on ne touche pas du tout à la question d'équité dans la tarification. Dommage. Fait que des choses, on ne le fait pas très bien. Mais peut-être qu'il faut réfléchir à la façon qu'on amène dans le regard qu'on fait à titre de scientifique et d'observateur, à être conscient des limites de ce qu'on fait, mais en même temps, attention au discours qu'on porte. Parce que si ce discours est tout le temps un discours que l'État n'intervient pas, est-ce qu'on ne donne pas comme message aussi, cette cause-là, on l'oublie? Parce que si l'État n'est pas capable de faire cette correction, je n'arrive pas à comprendre qui le fait. Fait que là, moi, je suis plus, c'est peut-être une question générationnelle, là. Je suis encore en train de penser que l'État a un rôle à jouer dans une vision sociétale positive et capable d'intervenir et de faire de... Fait que bonne nouvelle, on intervient, on signe des engagements, ça fait des balises de... Puis après, la pression sociale fait, vous n'allez pas assez loin, soyez conforme à vos engagements. Fait que ça reste essentiel. Mais la machine est d'une lenteur inimaginable. Puis la volonté politique, souvent à cause du calendrier, à cause des enjeux économiques. On le voit bien en matière climatique, c'est faramineux. Je comprends qu'il y a une sorte de prophétie autoréalisatrice là-dedans. Effectivement, le pessimisme climatique nourrit l'inaction politique. C'est absolument possible. Vous parlez des entreprises, c'est pas d'elles que va venir le leadership parce qu'elles n'ont rien à y gagner.
ça me semble quand même, ça me semble très modèle économique où les entreprises ne sont que des maximisatrices de profit. Puis, une des choses qu'on met de l'avant souvent pour faire valoir la pertinence d'un marché du carbone par rapport à une taxe, c'est sa capacité à créer des groupes industriels, à créer, si on veut, une coalition d'appui au maintien de la politique. Puis là, je pivoterai vers le professeur Gendron sur c'est quoi le rôle, parce que les entreprises ne font pas que subir la politique environnementale comme des plants de tomates sur qui il pleut ou il fait soleil. Elles sont impliquées aussi, ultimement, dans le développement de ces politiques-là. Est-ce que c'est pas naïf de dire que les entreprises sont juste soumises à ces contraintes-là, répondent à la contrainte et ça se termine là? J'ai l'impression qu'il y a plus à dire que ça dans leur rôle. Oui, certainement, il y a plus à dire. Puis je me référais parce qu'on a été collègues de bureau avec Paul dans une autre époque, on va dire ça comme ça, et on discutait justement de ça, c'est-à-dire ce rôle, enfin le lien entre entreprise et réglementation. C'est complètement caricatural de prétendre que vous avez la réglementation d'un côté puis l'entreprise de l'autre. Et plus encore, de dire que l'entreprise est toujours contre la réglementation, parce que la réglementation est une ressource pour l'entreprise. Donc, l'entreprise peut très bien avoir avantage à ce qu'une réglementation soit plus sévère si ça lui permet de sécuriser ses conditions de production et même de créer une barrière à l'entrée d'un marché. Par ailleurs, je suis de moins en moins, d'accord avec l'affirmation que ce n'est pas les entreprises qui font des choses. Je ne dis pas qu'elles sont les mieux placées, parce que les entreprises, surtout si on parle des entreprises cotées qui doivent répondre aux impératifs du marché financier et dans une perspective où on a une économie qui n'internalise pas les coûts environnementaux, c'est complexe pour une entreprise elle peut aller jusqu'à un certain point d'efficience environnementale, mais à un moment donné, c'est plus coûteux. Cela dit, il y a beaucoup d'entreprises quand même qui ont pris les devants, et parfois sous l'impulsion de PDG parce que leurs petits-enfants les ont sermonnés, ou encore parce qu'ils ont assisté, j'en ai rencontré un récemment, un grand patron français qui a assisté à une COP, et puis ça a été comme un eureka, et il a décidé d'imprimer une politique environnementale et plus spécifiquement une politique de lutte au changement climatique extrêmement ambitieuse. Et il est devenu une force de proposition, bien sûr pour son entreprise, mais pour son industrie, puisque c'est une grande entreprise dans son industrie. Tout ça pour dire que, d'une part, les entreprises, on ne peut pas juste dire qu'elles ne sont pas une force motrice, même dans les questions environnementales, tout en reconnaissant que leur structure, le fait qu'elles soient insérées dans des marchés financiers où le paramètre environnemental est plus ou moins intégré, ou pour ne pas dire qu'il ne l'est pas du tout, ça impose des limites à leurs actions. Par ailleurs, ce qui, moi, me gêne, c'est que ces entreprises-là, une des forces les plus importantes pour leur engagement climatique ou environnemental, c'est un cadre réglementaire qui soit d'une part stable, mais aussi en évolution vers plus de contraintes. Parce qu'elles peuvent, à ce moment-là, justifier une stratégie où elles vont améliorer leur performance environnementale en disant à leurs actionnaires, regardez le cadre réglementaire qui s'en vient. Donc, les investissements valent la peine d'être faits, parce que de toute façon, il va falloir qu'on s'ajuste. Or, le problème, je trouve, avec la réglementation, c'est que, la réglementation environnementale, personnellement, je la trouve un peu molle, pas toujours bien designée. On a parlé de design ce midi. Donc, un peu molle, pas toujours bien designée et, malheureusement, encore très incohérente. Ce qui fait que les entreprises se retrouvent avec un cadre. Elles pourraient vraiment utiliser ça comme tremplin pour améliorer la performance environnementale. Et finalement, ce cadre-là, il y a des trous, il y a des incohérences, et ça ralentit l'engagement des entreprises. Maintenant, il ne faut pas être naïf, pour reprendre votre terme. Bien sûr que les entreprises font aussi partie du jeu qui fait qu'il y a des trous dans la réglementation et qu'il y a des incohérences. Et comme ça a été mentionné, c'est extrêmement difficile et complexe l'action publique. L'action publique, ce n'est pas juste la protection de l'environnement, c'est aussi amélioration des conditions de vie
Et pour ce faire, maintien de certaines industries ou éventuellement peut-être transition de certaines industries vers des industries qui sont moins problématiques sur le plan environnemental. Mais ça suppose, il y a des populations complètes, des îlots industriels à certains endroits. On ne peut pas dire aux gens qui ont toujours vécu d'une industrie, à partir de demain matin, ton industrie n'existe plus, sans accompagner les gens. Et puis, le temps social ne sera jamais un temps économique ou un temps de décision. Je veux dire, si vous avez votre père, votre grand-père, votre grand-mère, etc., qui a de tout temps vécu dans une industrie X, c'est pas vrai que demain matin, tout à coup, tout le village, tout le territoire va changer d'activité en criant ciseaux. Donc, c'est des... Je m'excuse, je suis un peu longue. J'arrête là, mais c'est juste pour dire que c'est des évolutions qui sont extrêmement complexes. Et je terminerai simplement en disant on devrait se focaliser sur cette cohérence de l'État. Et pour revenir sur la question de l'écofiscalité, ça me semble le passage obligé, mais je veux dire, on est vraiment en retard, là. L'écofiscalité, ça fait 20 ans que ça devrait être systématique. Donc, Oui. Oui. Alors, moi, je suis d'accord avec Corinne. Donc, c'est clair que les entreprises ont besoin de réglementation, ont besoin de tarification. Ça prend ça pour les faire bouger. Mais je pense qu'il y a de l'espoir. Les économistes, on a eu tendance à croire, en tout cas pendant des années, que la contrainte environnementale, c'était toujours un coût additionnel, c'est toujours un fardeau de plus. Mais il y a à peu près une vingtaine d'années, moi, j'ai commencé à observer beaucoup d'entreprises qui tournaient la contrainte environnementale en opportunité. Donc, qui s'apercevaient que s'occuper de l'environnement, ça pouvait être aussi rentable. Puis, avec un collègue, on a essayé de systématiser ça dans un article qui s'appelle « Does it pay to be green ?» Et on a identifié là-dedans donc 7 canaux par lesquels l'environnement pouvait devenir rentable pour l'entreprise. Entre autres, la pollution, c'est souvent de la perte. C'est souvent donc de la perte d'efficacité, de la perte d'énergie. Donc, c'est un canal qui peut bien fonctionner. Je ne vais pas, là, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas tout vous mentionner ces 7 canaux-là. Mais un autre canal qui devient de plus en plus probant, c'est le marché des capitaux. Donc, plus on est vert, plus ça va être facile d'accéder au marché des capitaux présentement parce qu'il y a des marchés même qui se spécialisent là-dedans. Et aujourd'hui, on l'a un petit peu évoqué tantôt avec... les petits-enfants, les jeunes veulent aussi travailler avec la pénurie de main-d'œuvre, donc l'accès au marché du travail, donc l'accès à des ressources, donc va devenir de plus en plus facile aussi pour les entreprises vertes. Donc oui, on a besoin d'un encadrement, mais les entreprises donc, peuvent y trouver aussi leur compte là-dedans. Je vais m'essayer une question intégratrice, donc avec plein de virgules dedans. Ce matin, M. Giroux, directeur parlementaire du budget, nous parlait du fait que la tarification du carbone s'était passée du côté partisan. Donc, c'était un élément de discussion qui était rendu partisan, à tout le moins à Ottawa. Tout à l'heure, professeur Webster, vous avez mentionné que ça n'était pas vraiment le cas au Québec, où finalement, notre tarification du carbone, nous, je veux dire, les partis en parlent, mais c'est de l'ordre plus du technique que du partisan. Puis dans le fond, face à cette question-là, évidemment, le fait d'avoir des approches techniques, ça devrait nous garantir de la cohérence, ça devrait nous garantir de la durabilité, de la prévisibilité pour les investissements. Or, on est ici pour constater qu'il en manque quand même pas mal. Je me demandais, par rapport à ça, puis bon, on est un panel académique, donc en plus parler de l'académie. C'est quoi le rôle des chercheurs? C'est quoi le rôle des experts comme vous l'êtes? Mais vous êtes tous aussi des experts engagés. C'est quoi le rôle des experts pour faire avancer des politiques qui ont une chance? Et peut-être une question controversée, est-ce que comme experts, on surestime l'aspect technocratique? Est-ce qu'on ne devrait peut-être pas embarquer plus dans l'arène et peut-être plus s'investir de façon politique si on n'est pas capable d'obtenir de la cohérence, de la permanence dans les politiques par une voie qui est technocratique? Mais prenez les bouts que vous voulez dans cette question-là. J'en ai donné plein. Mais qu'est-ce que vous pensez de votre rôle à vous-même, justement, dans la formation des politiques, dans la cohérence des politiques? Tu commences? Oui, je peux commencer. Écoutez, c'est clair que le rôle qu'on peut avoir, c'est d'alimenter les décideurs publics avec les meilleures informations, avec les études les plus rigoureuses, avec les données les plus précises. Donc, c'est d'être capable aussi de traduire, on en parlait ce midi, de traduire ces super beaux rapports de recherche en des termes qui sont plus vulgarisés, qui se traduisent
en recommandations de politique publique, etc. Donc ça, je pense que ça devrait être le rôle de tous les académiques. Puis, sûrement que plusieurs d'entre vous êtes passés à travers ça, mais souvent quand le professeur d'université a publié dans la meilleure revue top 5 étoiles de son domaine, ben, il a fait sa job, puis bingo, il passe à autre chose. Mais cet article-là qui est si extraordinaire, là, à quoi il sert, à qui il peut servir, c'est important là, de faire le pas additionnel qui est peut-être des fois moins valorisé là, dans le milieu universitaire, le pas additionnel pour mieux faire connaître là, ces travaux-là. De là, après ça, à s'engager politiquement. Moi, depuis que j'ai passé quelques années à Québec, j'ai une grande, grande admiration pour ceux qui le font. Ce n'est pas nécessairement la tasse de thé de tout le monde. Mais tant mieux si des universitaires ont le goût de le faire. Moi, je serais certainement prêt là, à les appuyer. Voilà. Quelqu'un d'autre? Mesdames? C'est à la madame, OK. Mesdames? Mesdames. Donc, je partage ce qui a été dit précédemment. Lorsqu'on fait des bons papiers, c'est intéressant là, de les faire connaître, puis d'avoir des recommandations. Moi, à titre de juriste, je suis assez proche du texte, donc c'est assez facile d'avoir des conclusions assez précises. Si ça se fait mieux, on fait mieux ailleurs, par exemple. Et j'adore aller en commission parlementaire parce que c'est un grand plaisir, privilège de dire j'ai influencé le législateur. Il a inscrit ça dans l'article, il a modifié l'article. Puis toutes les partis d'opposition qui te posent des questions, puis c'est vraiment très agréable parce qu'on a vraiment l'impression de pouvoir participer en donnant le meilleur de notre expertise à la société. Et j'ai toujours la position de défendre la beauté du monde. C'est toujours ma position. Donc, je pense que je suis connue pour faire ça. Et donc, je vais continuer à aller en commission parlementaire, puis à participer donc à la transformation, là, surtout au Québec, mais je suis allée au fédéral aussi, mais je vais continuer à faire ça. Puis dans l'enseignement aussi. On forme les générations futures. Fait que c'est très bien, on peut les influencer aussi. Ça, c'est un grand privilège que nous avons. Okay, je vais laisser le mot de la fin avec Alain, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va finir. Alors, je vais le dire en 15 secondes, tu prendras le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Amener la science dans la prise de décision politique, se dire de façon la plus neutre et objective possible, voici les gains de ces approches et voici les contraintes de cette inaction. Et pourquoi, à partir de ce que la science nous dit, on est capable de créer plus de biens communs. Notre message, c'est celui-là. En commission parlementaire, sur 4 mots qu'on veut réintroduire, ou dans un discours public auprès de journalistes sur ces enjeux fondamentaux en matière de tarification carbone. Même chose, que nous dit la science de la façon la plus neutre, en supposant qu'elle est neutre. Donc, tu vas faire le mot de la fin. Ah ben là. Alors, je saute sur l'occasion pour dire, d'abord, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ensuite, je dirais que c'est sûr que ça dépend aussi de notre champ d'expertise. Puis moi, personnellement, en tant que sociologue, parce que je suis juriste aussi, mais mon travail de chercheur, c'est vraiment comme sociologue, c'est de faire ressortir des choses qui n'avaient pas été vues. Alors, pour le dire hyper caricaturalement parlant, de manière hyper caricaturale, on dit souvent que quelqu'un qui a un marteau dans la main va toujours voir les problèmes en forme de clou. Ben, nous, notre travail, en tout cas en sciences sociales de façon large, puis en sociologie de façon plus spécifique, c'est de montrer qu'il y a une autre façon de voir le problème. Et en montrant une autre façon de voir le problème, ben là, il y a toutes sortes de nouvelles solutions qui s'ouvrent. Donc, moi, le travail que je fais, oui, c'est vrai, il y a des chercheurs qui peuvent être engagés, il y a même des chercheurs qui sont militants, puis ça, c'est une façon de s'engager dans notre travail. Moi, personnellement, j'ai toujours préféré disséquer, et puis c'est pour ça la science-fiction, j'en rebondis là-dessus, c'est exactement un outil pour dire, ben, il y a d'autres façons de voir les choses. Et moi, c'est vraiment mon rôle, même quand je parle aux médias, j'essaie toujours d'amener une nouvelle perspective. Puis le plus grand compliment que j'ai quand je parle avec un média, c'est quand le journaliste me dit « Ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. » Je me dis « OK, j'ai réussi mon coup. » Donc voilà. Merci beaucoup.
Donc, j'en comprends que vous ne prenez pas mon appel de faire de la politique partisane. C'est parfait. Non. Je vous taquinais avec cette question-là. Mais je retiens, ça me parle beaucoup, l'impact qu'on a comme chercheur par l'enseignement, qui n'est pas non plus la partie la plus valorisée du travail. Mais effectivement, moi, je donne 1h30 sur la tarification du carbone à des étudiants en fiscalité, qui va être meilleur après cette journée-ci, je pense. Et qui sait où est-ce que cette heure et demie-là va peut-être percoler chez des fonctionnaires, des experts dans le secteur privé. Donc, c'est tout le temps qu'on avait pour ce panel-ci. Je voudrais vraiment vous remercier infiniment pour votre temps, vos connaissances, votre sagesse. Ça a été extrêmement riche. Merci beaucoup.